japonais que les Japonais ont offert à la principauté. On vient me dire comment ne marche pas sur le sable. Bonjour, venez oh, venez oh, venez, venez oh. Je ne vous vois pas bien. Bonjour à tout le monde, bonjour. Moula Tampour, bonjour. Vous voyez, comme quoi, hein, quand on fait des efforts, on peut parvenir à lire. Venez mes anglophobes, venez, venez, venez. Venez, venez, venez. Je vais vous raconter l'histoire de deux costauds qui se bataillaient dans la forêt. Excusez-moi. Je vais vous raconter l'histoire de deux costauds qui se bataillaient dans la forêt, mes anglophobes. Venez, venez. Venez, 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 venez. Maman anglophone commence petit à petit à reprendre du poil de la bête. Venez. Venez, 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 je vais vous raconter. Comme quoi l'histoire des batailles entre les baobabs entre eux, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Oh. C'est vieux comme le monde. Venez mes anglophobes. Alors je reviens du site du yacht show là-bas. Infernal. Infernal, je vous assure. Il y a un monde de fou. Et ça commence aujourd'hui. Imaginez demain, vendredi, samedi, dimanche. Il y a un monde fou. Ça dit, je suis passé, j'ai essayé de m'allier pour rentrer. Ça dit, vous arrivez comme ça pour rentrer. Ça dit, vous voyez, vous vous retrouvez avec 500 personnes devant vous qui veulent aussi entrer dans le même site. 500. Sous le soleil. Il y a un monde fou. Fou, 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 fou. Et c'est comme ça chaque année. Hein. Le yacht show, c'est un événement grandiose hein, ici à Monaco. Vous savez, c'est des gens qui viennent acheter. Il y a des exposants qui viennent exposer leurs bateaux, les nouveaux modèles. Vous savez, les milliardaires, ils ont envie de changer. Comme autant ils changent de vêtements, c'est comme ça qu'ils changent de bateau, d'avion. Donc chaque année, ils viennent exposer des nouveaux modèles. Et c'est comme ça que les milliardaires aussi achètent. Pendant que nous autres, on vient les admirer. Donc, je n'ai pas pu tenir là-bas. Je suis moi partie. Respirer au jardin. Comme je vous dis, je suis dans le jardin japonais. Bon, avant que je ne lance ma petite histoire sur les deux costauds qui se battaient. Qui se bataillaient dans la forêt. C'est-à-dire le lion et l'éléphant. Je vais vous raconter et je vais vous expliquer pourquoi je vous la raconte cette petite histoire. Je vous mets d'abord un joli petit quelque chose dont je n'ai pas le droit comme d'habitude. Hein, parce qu'il paraît que c'est l'enfer. Chaque fois qu'on met un morceau, ça devient l'enfer avec Facebook qui me guette déjà tous les jours. Donc moi je suis en danger. Je vous prends même pas 30 minutes. Hein, ne vous inquiétez pas. Vous savez, en plus je suis convalescente. J'ai pas envie de m'écrouler là de fatigue. Alors, je vous mets un petit quelque chose. Moi, je suis un succès du temps passé, donc je vais toujours vers les choses qui me parlent, vers les musiques qui me parlent, qui ont bercé mon enfance. Et voilà. Là, je vous mets un morceau très, très, très chaleureux de Anne-Marie Zier. Les moins de 50 ans, passez votre chemin parce que vous ne comprendrez pas. Allez, on y va. Je n'ai aucun droit sur la musique qui va passer, hein, les anglophobes. Je n'ai aucun droit sur la musique qui passe.
mikina yekwaliama eyi merambana vibana mafuma bama wakola magwena kina ye mwana murefi manjweli makwali mikume miri nakikwali ang manjweli kaya umelele baname wansile makalara malanga memi bena mabena mekibaye manjweli o mabanza kaya umelele baname wansile makalara malanga memi bena mabena mekibaye manjweli o mabanza. Oh yeah yeah, manjweli o mabanza. Ça, c'est les meilleurs. La puissance de la voix. Venez vivre le yacht show à Monaco pendant 4 jours, ça va être. Venez vivre ça, c'est des choses qu'il faut vivre avant de mourir, mes anglophones. Merci mes anglophobes, vous qui me regardez, merci d'être avec moi. Merci de m'écouter, merci de m'accompagner. Vous me donnez l'énergie, mes ennemis. Quand vous en perdez votre mes espagnol, détracteurs téléchargez l'appli et tout Google le pour reste. iPhone. Merci d'être là. Merci. Alors, vous savez, des personnes un peu... les personnes convalescentes parfois donnent des rendez-vous auxquels ne parviennent pas à tenir parce que en fonction de comment est-ce qu'elles se sentent. Avant-hier, par exemple, je vous avais promis de faire 2 directs tous les jours, mais vous savez, vous pouvez être bien quand vous êtes malade, vous pouvez être bien le matin et à partir de 17h, le corps commence à vous lâcher. Donc, juste une façon de m'excuser de ne pas souvent pouvoir tenir mes engagements, mes promesses. L'homme propose, Dieu dispose et le diable Belzébuth que vous connaissez s'interpose. Je n'y peux rien. Je vais vous raconter ma petite histoire de 2 grands qui se bataillaient dans la forêt. 2 monstres sacrés qui se bataillaient dans la forêt, qui écrasaient tout, qui cassaient tout, qui foutaient pas, c'est-à-dire le reste de la population de la forêt était perturbée en permanence. Il n'y avait pas de paix dans la forêt à l'époque. Il n'y avait pas de paix. C'était infernal. Ils écrasaient tout sur leur passage. Parce que chacun d'entre eux disait c'est moi. Je suis le plus fort de la forêt. Je suis le plus grand. C'est moi le roi de la forêt. C'est moi ceci, c'est moi. Infernal. Du coup, tous ceux qui tournaient autour d'eux voyaient
l'enfer, vivaient l'enfer, n'avaient pas de paix. Parce que vous imaginez par exemple un éléphant quand il passe, parce qu'il veut prouver que c'est lui. Imaginez. Imaginez. Donc pendant des années et des années et des années, ça a été cette bataille entre le lion et l'éléphant dans la forêt. Et vous savez quand des grands, des costauds, des puissants sont dans ce genre de bataille, qui est-ce qui peut venir juger? Dites-moi. Qui c'est qui peut venir décréter que moi je vais être le juge, je vais vous dire qui est le plus grand, qui est le plus fort? Qui? On a essayé d'appeler, de temps en temps, ils essayaient de se composer en petit tribunal pour essayer de juger de qui, entre l'éléphant et le lion, est le plus fort, est le roi. Tous les petits groupes qui se constituaient, dès que quelqu'un voulait donner son avis, on le prenait, les deux le prenaient et les crabouillaient. Dès qu'un d'entre eux essayait de donner son avis, on le prenait, on les crabouillait. Et vous connaissez l'histoire du lièvre. Le lièvre a toujours été reconnu, c'est-à-dire dans la mythologie, dans l'histoire du monde, comme l'animal le plus malin. Le plus malin, le plus intelligent, enfin le plus espiègle, le plus... C'est-à-dire celui qui a toujours su comment faire pour se sortir de tous les problèmes du monde. Le lièvre. Chez nous, on l'appelle chez les bassins, on dit c'est Makenge. Il c'est Makenge. Finalement, ils ont, c'est-à-dire le lion et l'éléphant ont réussi tellement à écrabouiller tous ceux qui essayaient de donner leur avis sur qui de deux est le roi. Que dès qu'on appelait certains autres animaux, chacun disait pardon, j'ai pas envie de finir comme tel, j'ai pas envie de finir comme tel, j'ai pas envie de finir. Donc du coup, personne ne donnait plus son avis dans cette histoire. Et ils ont continué à foutre le bordel. Ils ont continué à embêter toute la population de la forêt. Ils ont continué à foutre le bordel partout, à écraser tout, à casser tout, pendant des générations et des générations. Un jour, le lièvre en a eu marre. Il s'est proposé comme juge. Il a dit qu'il va enfin mettre fin à cette histoire qui pourrit la vie du monde depuis des générations et des générations. Le lièvre a dit que moi je vais arrêter cette histoire. Tous les animaux de la forêt se sont réunis à la place des fêtes. Et le lièvre s'est installé, le plus proche même d'ailleurs des deux qu'on devait juger, à qui il devait donner son avis. Lui, le petit lièvre que nous connaissons tous, il a décidé de finir avec cette histoire. Quand tous les animaux étaient déjà réunis, quand tout était réuni enfin, pour que, enfin, le lièvre dise ce qu'il a à dire sur ces deux-là qui pourrissent la vie à toute la forêt. Il a pris la parole. Il a dit ceci. Toi, l'éléphant, tu as suffisamment de richesse en toi que tu ne peux être qu'un roi. À peine il a commencé à parler, le lion a voulu bondir sur lui. L'éléphant s'est interposé. Attention, il n'a pas encore fini. On ne peut pas commencer par l'écraser maintenant. Ce n'est pas parce qu'il a dit que moi je suis riche et que je ne peux être que le roi. Et le lièvre étant tellement malin, avant même que le lion ne tombe sur lui pour le bouffer, il a dit, toi monsieur le lion, tu es tellement beau. Ta beauté fait de toi le meilleur, le plus grand des rois du monde. L'éléphant a dit quoi? Tu viens de dire tout à l'heure que c'est moi. Comment se fait-il que maintenant tu parles du lion? Non mais attends, à quoi tu es en train de jouer là? Ah non, 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 non. Le lion s'interpose.
Il lui dit, mais non, il n'a pas fini. Tout à l'heure, c'est toi qui m'as dit de ne pas. Bref, tous les deux se sont retrouvés défenseurs du lièvre. Surtout que le lièvre, chaque fois qu'il disait un truc, chaque fois qu'il faisait plus vulgairement, on dit la talakou. Chaque fois qu'il faisait l'éloge de l'un d'entre eux, il levait le doigt pour dire que maintenant je vais parler de toi. Il faisait l'éloge du lion. Le temps que l'éléphant tombe sur lui, il faisait l'éloge. Bref, il a réussi à les embobiner. Ce qu'on appelle atalakou. Et son atalakou, c'était pas parce qu'il mentait, c'était pas le mensonge. Son atalakou, c'est qu'il avait raison. Mais comme il voulait qu'on lui laisse le temps de dire ce qu'il avait à dire, et il ne disait que la vérité, il trouvait le moyen de les ménager, d'essayer de leur passer le savon, de leur passer la crème, et ainsi de suite. Donc, il a repris maintenant du côté de l'éléphant en lui disant que toi l'éléphant, une seule de tes jambes peut épouser 100 femmes. Le lion a bondi, quoi? Tu veux dire que moi? Le lièvre lui dit, mais non, toi, regarde comment est-ce que tu as de jolies, une belle peluche. Regarde comment, c'est-à-dire, regarde comment tu es beau, regarde ton regard, un seul de tes coups d'œil peut épouser tout un village de femmes. C'est-à-dire, il a fait de tous les deux, il les a tellement encensés, plus il faisait leur éloge, plus les deux, chacun se regardait, chacun se retournait, chacun avait ses adeptes, chacun avait sa cour. Dès qu'il lui faisait l'éloge de l'éléphant se pavanait, il se tournait, il se retournait, il se faisait le beau, sa populace, ses adeptes sautaient sur lui et lui disaient, tu vois, on a passé le temps à te dire que tu es le plus riche, tu es le plus gros, et quand on faisait pareil. Ce qui fait que le lion s'est retrouvé à sa place en tant que le plus beau. L'éléphant s'est retrouvé à sa place en tant que le plus riche, de par ses défenses qui coûtent très cher, de par sa peau qui est très riche, de par sa chair qui est costaud. Le lion, de par sa beauté, sa finesse, sa félinité, son espièglerie et tout et tout, le lièvre a réussi à les départager. Chez nous les Bassards, ça se chante comme si. Le Semakenge a déclenché le Unu Benjo, Babine Batan, hey, hey, Unu Benjo, Babine Babasama, hey, hey, Eliniji Linje, Babine Boroba, hey, hey, Eliniko, Babine Babasamo, hey, hey, et il a déclenché Djelamawe, Jorning Kouchwe, eh, Djelamawe, Jorning Kouchwe, c'est-à-dire le lion avec toute sa richesse, avec toute sa beauté. Djelama, la beauté du lion. Et c'est vrai. Et la richesse de l'éléphant. Les deux se complètent. Tu es beau, moi je suis riche. On se complète pour construire. Nous n'avons pas les mêmes, ça dit, valeurs. Mais nos deux valeurs, nous pouvons les réunir pour conquérir le monde. Toi, tu es riche, toi le lion, toi l'éléphant. Tu es riche parce que quand on regarde un éléphant, chaque touche dans le corps, sur le corps de l'éléphant, vaut de l'or. Déjà à l'époque, il y a des centaines d'années, c'était déjà clair. Et le lion, lui, il est félin, il est beau, il est fin, il est... Bref, voilà. Voilà comment un petit lièvre a réussi à départager le lion et l'éléphant. Si vous regardez dans la forêt, les deux s'observent. Jamais, plus jamais, le lion et l'éléphant ne vont au choc. Jamais. Quand le lion passe, l'éléphant l'observe. Il ne le fuit pas. Il ne lui fait pas peur. Quand l'éléphant passe,
Le lion l'observe. Il ne fuit pas. Il ne le fait. Chacun, depuis ce jour, connaît sa place. Ils savent qu'ils sont les plus grands, les plus forts. Et ils ont décidé de commander et de diriger la forêt à leur façon. Tous les deux, ensemble. Je ne vais pas vous donner, vous expliquer pourquoi est-ce que je vous ai raconté ce conte. Mais ceux et celles qui sont un tout petit peu ouverts à la réflexion peuvent et pourront comprendre où est-ce que je vais. Ce que je veux dire ici, vraiment, mes angophobes, mes chers amis, mes chers frères, si nous pouvons essayer de prendre cet exemple depuis l'histoire des temps, qui a réussi à asseoir la paix, le calme dans la population des animaux, eux qui n'ont pas, d'après ce que nous on dit, qui n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas le cerveau, ils ont réussi à mettre la paix dans leur monde à eux. Parce qu'ils ont trouvé un petit lièvre est venu, leur a fait comprendre, leur a présenté la vérité, la réalité. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus jamais eu de guerre, de machin, de bataille. Les arbres ont poussé, les arbres ont vieilli, les machins, les oiseaux, les poissons et tout. Parce qu'enfin, on a réussi à leur faire comprendre que tous les deux, vous les deux puissants, vous êtes les deux puissants, chacun a sa valeur, vous pouvez faire des choses ensemble. Vous savez, j'ai pensé à vous raconter, raconter cette histoire. Parce que dernièrement, quand j'étais encore très malade, j'ai deux petites jeunes dames très fortes sur la toile qui sont en train de s'entre-déchirer. Deux chanteuses puissantes, toutes les deux à égalité. Chacune avec son style. J'ai pleuré. Moi qui ne suis rien, qui ne suis qu'une pauvre vieille femme fatiguée, malade, j'ai pleuré de voir qu'elles en arrivent là, qu'elles n'arrivent pas à se mettre chacune. Ce n'est pas par rapport à ça que je vous raconte mon histoire. Mon histoire va toucher plus loin. Mais je vous prends le petit exemple pour que vous compreniez un tout petit peu. Pour que vous compreniez un tout petit peu. À quel niveau le fait de ne pas comprendre que chacun de nous a sa valeur. Et que toutes nos valeurs, si nous réunissons toutes nos valeurs, nous pouvons faire tellement de choses. Tellement de choses. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre ça? Pourquoi nous sommes toujours en train de... Personne ne peut changer ce monde-ci. Là où on est là. Personne, aucun d'entre nous ne peut manger un singe tout seul. Aucun d'entre nous ne peut manger un porc épic entier. Aucun d'entre nous ne peut boire toute une rivière d'eau. Aucun d'entre nous ne peut porter 10 robes en une journée. D'un coup. Je dis, tu ne peux pas porter 10 d'un coup. Tu ne peux pas porter 6 paires de chaussures d'un coup. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire la part des choses pour que chacun de nous ait sa place sur cette terre qui regorge de tellement de richesses pour tout le monde? Pourquoi chacun a sa petite place? Pourquoi? Unu beljo babine baba tan hey hey. Unu beljo babine baba sama hey hey. E mama mas banje babine boroba hey hey. Nyanje la mawe Johnny kuswe a hey hey. Nyanje la mawe a Johnny kuswe hey hey. Nyanje la mawe Johnny kus. Le lion avec toute sa beauté peut décrocher la lune, peut soulever les montagnes. L'éléphant, avec toute sa richesse, peut soulever les montagnes, décrocher la terre.
que ce que je voulais je vous tenais à vous raconter, que chacun essaye d'aller réfléchir. Qu'est-ce que Geneviève Gontama est en train de vouloir nous dire? Bon, pour ne pas finir, pour qu'on dise que je passe à côté de... de ma réalité, je vous ai parlé l'autre jour des fratries narcissiques. Je ne vais pas continuer là-dessus aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses. Mais je vous avais dit que j'allais vous raconter un tout petit peu comment ma mère, qui est morte précocement à cause des tortures des fratries, à cause du fait qu'on lui fait comprendre que comme tu vois là, ce n'est pas toi qui devais être dans cette maison, ce n'est pas toi. Elle a été dans un mariage de souffrance permanente. Parce que la famille était toujours là, les soeurs, les frères, les cousins étaient toujours en train de venir dire que ce n'est pas cette femme. Mes tantes, mes belles tantes, mes oncles et tout, ont passé leur temps à donner des femmes à leurs frères. Toute leur vie. Elles ne se sont pas mariées, elles n'ont rien fait de leur vie. Elles et ils n'ont rien fait. Parce que leur but sur cette terre, c'était de sortir Gertrude Ngongos, qui était notre maman, des griffes de leur frère qui était le bon Dieu. Du coup, elles ont foutu l'enfer dans cette pauvre petite famille. Nous avons perdu notre maman, je ne sais même pas si elle avait 53 ans ou 55 ans. Nous avons vécu un drame. Avant ça, je vous ai dit, tout est dans la tête, tout est dans le mental de chacun d'entre nous. Notre maman, quand elle a vu qu'enfin sa belle famille a eu raison d'elle, elle n'a pas été heureuse et tout. Elle a commencé à dire, elle disait à son mari, tu es mon mari, je viendrai te chercher. Si je tombe aujourd'hui, je viendrai te chercher. Tu ne pourras pas vivre un an sans moi. N'oublie pas que c'est Dieu qui nous a... Elle parlait comme ça, ma maman. Elle n'était pas violente dans le langage. Elle parlait calmement. Vous savez, les enfants qui ont grandi chez les sœurs missionnaires. Ma maman a été élevée par les sœurs missionnaires à Edea. Donc, elle parlait calmement, très pieuse, très croyante. Elle disait à son mari, n'oublie pas que c'est Dieu qui nous a réunis. N'oublie pas que c'est le ciel qui m'a mis entre tes mains. Tu ne vivras pas plus un an après moi. Ah Nicolas, mon papa s'appelait Nicolas Camille. Ah Nicolas, je viendrai te chercher. Tu es mon mari, hein? Je viendrai te prendre. Il est hors de question que tu vives autre chose. Que tu sois heureux sans moi. Je vous assure, mes anglophobes. Ce que je vous dis là, authentique. Si à l'époque, là, il y avait possibilité d'enregistrer ce genre, moi, j'aurais enregistré ma mère. Elle nous disait ça. Chaque fois que tu venais t'asseoir avec elle pour 1 heure de temps, 2 heures de temps, elle disait la même chose. Parce qu'elle a été tellement déçue de tellement de choses qu'elle a vécues dans cette famille, dans cette fratrie de sorciers. Pourtant, notre papa l'aimait. Il l'a énormément aimé. Il le disait. Notre papa le disait parfois quand il se tapait une petite imbécile dans le quartier et tout, qui voulait faire trop de bruit. Il lui disait, ben dis donc, tu as vu les cuisses de ma femme? Tu as vu le beau corps de ma femme? Tu penses que tu vaux ma femme? Comme on dit, tous les hommes sont des coureurs, sont des malades, sont des voyous, sont des détraqués. Mais un homme peut très bien donner une place à sa femme. Mais la malchance que ma maman à moi a eue, c'est qu'elle est tombée sur un genre de fratrie de sorciers qui n'ont jamais voulu le bonheur de personne. D'ailleurs, eux-mêmes, est-ce qu'ils ont été heureux? Mais tant là n'ont pas été heureuses. Mon oncle, là, parce que mon père avait un frère et 2 sœurs. Mon oncle, alors, c'était la catastrophe. Mon oncle, c'était la catastrophe. Quand on vous parle des familles narcissiques, ils se sont accrochés, ils se sont assis sur le mariage de ma maman comme ça. Jusqu'à détruire. Parce que nous, ils nous ont détruits. Enfin, moi, je ne parle pas des autres. Je ne sais pas comment est-ce que les autres ont vécu la mort de nos parents. Nous avons perdu nos parents 9 mois. Écart de 9 mois, mes anglophones. Écart de 9 mois. Notre maman est morte. 9 mois plus tard, notre papa est passé. Une histoire, c'est-à-dire un drame. On se regardait, mes soeurs et moi, on se regardait comme ça, que qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous est arrivé?
On est dans quoi? On est dans quel genre de film d'horreur? Dans quel genre de film d'horreur? Ce que je veux vous dire ici, juste c'est que tout est dans la tête, tout est dans le mental. Si vous voulez faire et agir même après votre mort, vous le pouvez. Excusez-moi, je sais pas, je ne vois pas très bien. Mettez-moi les cœurs, non, mes angophobes. Je ne vois pas très bien, j'ai le soleil dans les yeux. De toutes les façons, merci, bonjour à tous ceux qui sont là. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de me mettre, je vais lire après, comme d'habitude. Hein. Donc, si vous voulez continuer à exister, même après la mort, vous allez le faire. Quand je vous dis tous les jours que même si Belzébuth, Sam Séverin Ango réussit à me plier aujourd'hui, à m'enterrer comme il a enterré plus de 7 femmes déjà, parmi lesquelles les mères de ses enfants, je vous dis ça ici tous les jours, les mères de ses enfants sont mortes à cause de lui, de ses conneries, de son satanisme, sa dangerosité mentale. Mais moi, je vous le dis ici tous les jours, que même s'il réussit à me courber, partout où il marche, il fait tout ce qu'il est en train de faire, les pactes avec Satan, je reviens me batailler avec lui, même quand je serai dans la tombe. Parce que j'ai vu ça avec ma mère. Je vous raconte. Quand ma mère meurt, après avoir dit à son mari tous les jours que je reviens te chercher à Nicolas, tu es mon mari. Pas de bonheur sans moi sur cette terre-ci. Si je meurs, je reviens te chercher. Je vous assure. Quand ma maman est morte, on l'a enterrée. L'imbécile qui avait réussi à entrer dans ce couple avec la bénédiction de toutes mes tantes et oncles, qui avait réussi une fille, une zéro, une rien, hein, qu'il a dû ramasser là-bas, il lui a fait un acte de mariage en cachette. Ma maman était mariée à régime monogamique, bien commun. Régime monogamie bien commun. Donc, vous savez tout le cinéma. C'est pour ça que je vous dis, mes angophobes, ne dormez pas. Ne dormez jamais. La confiance n'exclut pas le contrôle et la méfiance. Vos maris que vous voyez là, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils vous font dans le dos. Croyez en l'expérience d'une femme de ma génération. J'ai tout vu. Je suis très lucide. Je vous parle avec toute sincérité. Le fait que vous soyez dans un ménage où on vous fait croire qu'on vous aime n'exclut pas le contrôle. Ouvrez les yeux. Les hommes vous font des coups terribles dans le dos. Je n'ai rien contre les hommes, hein, mais je vous ai toujours dit que je suis féministe. Donc il y a une imbécile qui a trouvé le moyen d'aller faire un acte de mariage en cachette avec mon papa quelque part dans un coin là-bas où c'était en fou. Ma mère l'a découvert. D'ailleurs, elle ne l'a même pas découvert, puisque la petite imbécile passait son temps, dès qu'on lui a fait son faux acte de mariage, elle passait son temps à venir tous les jours agresser notre maman dans sa concession. Ce que je ne comprends même pas avec toutes ces petites choses-là qui cherchent les maris des gens. Le mari qui vient vers toi, tu es jeune. Tu es venu dégager celle qui est à la maison parce qu'elle est vieille, elle ne vaut rien et tout. Pourquoi le mari, le vieux mari qui vient vers toi, tu ne peux pas lui dire que, ok, moi, je te donne mon corps de jeune fille et tout et tout. Construis-moi aussi ma part de château ailleurs. Pourquoi quand on vous épouse, vous voulez venir entrer dans les châteaux que l'autre, elle a construit? Moi, c'est ça que je ne comprendrai jamais. C'est pour ça que vous voyez que 90% des jeunes femmes qui ont fait les faux mariages et tout, dès que l'homme meurt, la première personne qu'on dégage, c'est ces filles-là. Mais pourquoi est-ce qu'on passe le temps à venir vous sensibiliser? Vous ne comprenez pas. Mes pauvres filles-là. On passe le temps à vous sensibiliser. Tu es jeune, tu es fraîche, tu t'en vas donner ton joli petit corps à un petit vieux qui est bien installé chez lui avec sa femme. Parce qu'ils viennent vous tromper là-bas dehors. Hein. En attendant, il est bien installé chez lui. Hein. Quand il vient vers toi, dis-lui que condition sine qua non pour que je t'épouse, c'est que tu me construises ma part de maison ailleurs. Pourquoi dès qu'on t'épouse, tu as envie de venir t'installer dans le château qu'une autre femme, elle l'a conçu avec ses enfants et sa famille? Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Donc vous, dans votre tête, vous vous dites que peut-être qu'elle a déjà un certain âge. D'ailleurs, je ne sais pas comment on peut penser qu'une femme de 50 ans, 45 ans est vieille. C'est pas parce que toi tu as 20 ans, 25 ans que tu vaux la femme de 45, 50 ans qui est déjà dans son foyer, qui a des grands enfants. Sur quoi vous vous basez même?
Vous pensez que ces femmes de 45, 50 ans, 60 ans, qui sont encore avec leur mari dans les maisons, pourquoi ces hommes-là ne quittent pas complètement leur femme pour venir vivre avec vous? Sachez que dans ces maisons-là, ils viennent vous raconter des histoires pour profiter de vous. Ils ont toujours une vie très, très, très entière, très pleine avec leurs épouses. Très pleine, peut-être plus que ce que vous croyez. Qui vous a dit que quand une femme a 40, 50 ans, elle n'a pas de libido, elle n'a pas de vie intime? Mais vous êtes plus vieux jeu que ces femmes de 50 ans. Parce que si un homme n'a plus une vie complète avec son épouse à la maison, il quitte la maison, il vient s'installer avec toi. Pourquoi il t'épouse en cachette? Pourquoi il te loue la chambre de 20 000 francs, 30 000 francs? Pourtant, il vit dans un château de 500 millions. Vous devez comprendre que tous ces hommes-là font tout ça pour juste, c'est-à-dire profiter de votre fraîcheur. Ils continuent à avoir une vie pleine, entière avec sa femme. Donc voilà comment, donc, quand cette fille-là, mon père lui a fait un acte de mariage là-bas, elle a commencé à venir torturer notre maman. À torturer notre maman. C'est parce que, comme je vous dis, il y a des fratries où les gens ne s'entendent pas. Parfois, d'autres ne sont pas à la hauteur, ils ne sont pas capables de faire, mais au lieu de laisser celle qui peut faire, on préfère la casser. Parce que moi, j'étais entrée dans une bataille terrible avec cette femme, parce que je considère que c'est elle qui a déclenché la mort de notre maman. On l'a épousée là-bas dehors. Je ne sais pas ce qu'elle venait chercher. Tous les jours, elle venait agresser notre maman. Je ne sais pas. Finalement, notre maman a fait un AVC, elle est morte. En temps normal, même ici en Europe, on allait la mettre en prison parce que c'est elle n'avait pas à venir torturer, emmerder notre pauvre maman qui ne demandait rien du tout. Mais quand vous êtes dans des fratries où chacun dit moi. Dès que tu veux déclencher quelque chose, on s'en va contrecarrer. Tu veux faire quelque chose, on s'en va contre. Du coup, des criminels comme celle-là qui a tué notre maman, elle continue à vadrouiller, à monter, descendre. Personne ne l'a jamais suivi. Personne ne l'a jamais poursuivi. En attendant, nous, on a perdu 2 parents. Je vous raconte rapidement parce qu'il fait chaud. Il fait chaud. Donc, du coup, notre maman est morte. De toutes les façons, elle se voyait mourir. Elle avait 53 ans, elle même pas. Excusez-moi, parce que quand j'y pense, quand je vois des personnes qui sont mes aînés de très loin, leur maman continue à monter et descendre. Leur maman circule, elles vont aller à l'étranger, elles vivent, elles montent, elles sont entre 2 avions. Moi, j'ai perdu la mienne tellement vite à cause d'une pembèche qui s'est prise pour je ne sais pas quoi. Et elle continue à monter, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. Et nous autres, moi, j'ai perdu. Parce que je n'ai pas perdu que la mère, j'ai perdu le père. À la suite. On a enterré notre maman. Même pas 10 jours. À peine notre papa est rentré. Vous connaissez quand on enterre ta femme et tout, il y a des rites, il y a des jours, il y a 9 jours, 5 jours et tout. À peine il est rentré à Yaoundé, ma petite soeur, qui était petite encore à la maison, moi j'étais déjà mariée, hein, elle me passe un coup de fil, elle me dit, Agéné, la femme là est ici à la maison. Moi à l'époque j'habitais vers Komkan avec Ignace Ngonga et nous on a grandi à Chinga. Donc je vous dis, mes anglophobes, 10 jours après qu'on ait enterré notre maman, 10 jours. Parfois je me demande pourquoi est-ce que le ciel a fait en sorte que certains enfants comme les nous ne savons pas comment prendre un couteau et zigouiller quelqu'un. Nous ne savons pas comment faire pour prendre quelque chose, c'est-à-dire monter un coup pour que quelqu'un disparaisse. Parce que cette fille, cette femme qui a sémé l'enfer dans ma famille, qui a fait de nous des orphelins, des orphelines très tôt. Si j'avais été un enfant du quartier, du ghetto, elle aurait suivi ma maman dans les jours qui suivaient. Je vous dis, 10 jours après qu'on ait tué et enterré notre maman, ma petite soeur, la dernière de notre maman, m'appelle au téléphone. Agène, la femme là est ici. Agène, la femme, elle est ici dans la chambre de maman. Mes anglophones. Je ne sais même pas si j'avais déjà 30 ans, je ne me rappelle même plus. À l'époque, j'avais un véhicule 505 Peugeot, je crois. C'était notre véhicule de couple avec mon mari. J'ai préféré, je me suis levée du lit. J'ai fait comme si j'allais à la cuisine parce que je pense que si Ignace Ngonga avait su où est-ce que j'allais, peut-être qu'il allait m'arrêter, il allait essayer de me calmer.
Il était, je crois, 2 h du matin ou 1 h du matin. J'ai pris un pilon dans ma cuisine, les angophobes. Un pilon. Pour que personne ne m'embête, j'ai mis le pilon dans, je sais pas, je l'avais enroulé. Je suis partie à pied de Nkomkana jusqu'à Tchinga, clinique du château, c'est pas loin. Seule. J'aurais pu me faire agresser à l'époque. Pieds nus. Je suis sortie comme un boomerang. Je suis arrivée à la maison à Tchinga. J'ai trouvé que ma petite soeur m'attendait à la véranda avec un de mes neveux, 2 de mes neveux. Ça se passe comment? Ils me disent, ils étaient paniqués. Paniqués, les enfants étaient en larmes. On me dit, elle est dans la chambre. Elle est dans la chambre de notre maman. Couchée dans le lit de notre maman qui est enterrée, ça fait même pas 10 jours. Mes angophobes, si j'étais une criminelle, j'aurais assommé cette femme. Je suis arrivée, j'ai cogné la porte de la chambre. J'ai trouvé cette femme, cette imbécile, la bouche plaquée sur le sexe de mon papa en train de lui faire, je ne sais pas. Moi, à l'époque, je ne savais même pas qu'on mangeait le machin d'un homme. Vous savez, les enfants, on nous a élevés dans la croyance, dans la foi. Notre maman ne nous a jamais appris qu'on mange le truc d'un homme. J'ai trouvé cette salope couchée dans le machin de mon papa. Panique générale. Et le temps qu'elle se lève, c'est-à-dire je voulais cogner sur sa tête mes anglophones. J'ai assommé le... C'est-à-dire elle a esquivé, je lui ai cassé l'épaule à l'époque. J'ai pris la couverture, j'ai versé sur mon père. Cette fille a essayé de me bousculer, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Tout le quartier est sorti. Les enfants du quartier l'ont attrapé, que tu n'as pas honte. La femme s'y vient de mourir, tu as besoin de faire ça. Toutes les mamans du quartier, là, je vous dis que c'est encore moi qui suis sortie pour dire que non, ne la tuez pas. C'est encore moi qui suis sortie, non. Parce que cette femme, les gens du quartier, parce que nous, on est arrivé dans le quartier Tchinga, moi je devais avoir 9 ans ou 10 ans. Donc on a vécu là pendant des millénaires. Ma maman nous a élevés toutes là à Tchinga, derrière il y a Chop et Yamo. Hein? On a vécu là, c'est pour ça que je vous dis qu'à l'époque, on ne savait pas que tel est Yaoundé, tel est Boulou, tel est Bamileke, tel est Bassa, tel est Wondo. On ne connaissait pas ça, on était tous des frères et des sœurs à Tchinga. C'est pour ça que moi aujourd'hui je parle Bassa, oui. Je parle Douala, oui, parce que j'ai de la famille. Mais moi je dis toujours que je suis une fille Tchinga, je suis une fille Tchinga. Partout où j'arrivais, quand on me demandait même à l'école, au collège et tout, je suis une fille Tchinga. Je dis que ce que les gens du quartier ont failli faire à cette femme ce jour, c'est moi qui suis encore venue dire que. Je dis ça faisait 10 jours. Donc, pour ne pas aller trop loin, à partir de ce moment, mon père, la dégringolade. La dégringolade. Quand tu arrivais le matin à la maison, tu lui disais, papa, c'est comment? Elle te dit, non, j'étais tout à l'heure dans le lit avec Gertrude. Donc, ma maman a commencé à venir de là où elle était. Elle dormait avec lui dans le lit. Quand tu lui dis, mais papa, le petit déjeuner, il te dit que non, je viens de prendre le petit déjeuner avec Gertrude. Elle est belle, hein, Gertrude. Quand tu voulais lui faire, quel que soit ce que tu voulais lui faire, la douche et tout, est-ce que tu t'es douché? Est-ce que tu... Bon, il y avait des personnes à la maison, les dames de compagnie, il y avait des dames pour s'occuper de la maison et tout, puisque maman n'était pas là, on s'était organisé. Bien que tu lui proposais, il te dit non, je viens de faire avec Gertrude. Oh, tout à l'heure, j'étais en balade avec Gertrude, je viens de prendre la douche. Je vous assure, ma maman est venue s'installer dans sa maison. Faites attention à la volonté, la force de l'esprit. Vous les hommes qui passez votre temps à maltraiter les femmes, faites attention. J'ai vécu ça, c'est pas une histoire que j'ai inventée, que je vous raconte, tout le monde. Allez à Tchinga, on va vous raconter. 9 mois plus tard, elle est venue prendre son mari. Mon père n'était pas malade. Merci pour les cœurs. Mon père n'était pas malade. Il n'était pas malade, il n'a rien eu. Tout ce que tu voulais faire avec lui, il te disait, j'ai fait avec Gertrude. Ah, ben Gertrude, ma chérie, elle était là tout à l'heure, on allait se balader dans la cour, elle était belle, hein, elle était belle. Je vous assure, à un certain moment, ma grande soeur et moi, ça nous a dépassés. On ne savait plus quoi faire. On ne comprenait plus rien. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est ma grande soeur et moi qui avons été très à fond dans cette histoire. Un jour, je lui dis que, mais
maman avait son oncle, le père Herga. C'est un oncle direct à ma maman de Herba. Le père Herga qui faisait l'exorcisme, c'était l'oncle direct à notre maman. Direct. Ma grande soeur et moi, on se dit que bon, on fait comment? L'affaire, si tout ce que tu veux faire avec papa, c'est que, oh, il y a ceci. Gertrude tournait dans la maison. Gertrude dormait avec lui. Gertrude ceci, Gertrude cela, Gertrude ceci, Gertrude cela. Il a commencé à chanceler. Il était déjà dans un autre état. On regardait notre papa dépérir. On l'a porté. Ma grande soeur et moi, on l'a amené chez le père Herga. Mes angophobes. Je vais finir l'histoire là aujourd'hui, même comme je suis un peu fatiguée. On a transporté notre maman chez le père Herga, notre papa chez le père Herga. Oh, mes nièces, oh, bagnandom, les bagnandom, les bagnandom. C'est comment on arrive avec notre papa qui rigole. Notre papa était très joyeux, c'était un bel homme et tout. Je vous dis qu'il n'était pas malade. Il arrive, il blague avec son beau, il lui dit, oh, Herga, machin et tout, et tout, et tout. On s'assoit, il a touché la main de notre papa comme ça. Il nous dit que Abanyandom Ben. Vous savez ce que ça signifie chez les Bassas, les Nyandom? Il nous dit Abanyandom Ben. Et vous, c'est quoi votre problème, mes filles? C'est quoi votre problème? Vous étiez quand ce mariage-ci a été uni. Vous étiez même nés. Je vous assure sur la tombe de cette maman et ce papa. J'étais là, j'étais avec ma grande soeur. Vous étiez là quand ce mariage a été uni. Vous êtes qui pour séparer deux personnes que le ciel a unies? Hein? Gertrude réclame son mari. Vous allez faire quoi? Vous venez, vous m'amenez quelqu'un qui est déjà à côté de sa femme. Vous me l'amenez, il est déjà là-bas avec sa femme. Vous voulez que je fasse? Je vous jure, mes angophobes, demandez à ma grande soeur, elle s'appelle Gisèle. On était comme ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui où je suis une femme. Parce qu'aujourd'hui, je suis une femme. Je suis confirmée, j'ai traversé des choses. J'ai traversé la mort déjà de 2 parents en moins d'1 an. Il faut être fort pour rester debout. Il faut être fort pour rester debout, mes angophobes. Je vous assure. 2 parents. Il faut être fort. Vous comprenez, hein? Il faut être fort. Donc aujourd'hui, je suis une femme comme... Je suis même déjà une grand-mère, une vieille grand-mère. À l'époque, j'étais une gamine. Quand tout ceci nous est tombé dessus, j'étais une gamine. Le père Hebga nous a dit que laissez Tamak Mbok, laissez Nicolas, il s'en va, il est déjà avec sa femme là-bas. Ce que vous êtes en train de voir là, ce n'est que l'enveloppe, il n'est même plus avec vous. Attention, vous qui pensez que l'au-delà n'existe pas, vous qui pensez que votre force, votre puissance, c'est ici, les gens de là-bas, quand ils veulent se venger, s'ils ont la puissance, s'ils décident de se venger, ils viendront se venger. Notre papa est parti, je vous dis, 9 mois après sa femme. D'ailleurs, il était déjà parti avant. Mais on parle de partir, ça dit quand il est tombé, 9 mois, il est tombé. On a même essayé de l'amener à un certain moment chez Makarman Mbok, qui était docteur en psychiatrie en Kolmezerela, à Centre Jameau. Et lui-même, il a demandé à Makarman Mbok, Amakam, tu peux me soigner? Toi, là, Makarman Mbok, toi, tu es fou. Toi, tu peux me soigner. Mais le père Hebga nous avait déjà tout dit, que mes filles, laissez cet homme. Il a épousé, la femme de sa vie le réclame. Ils sont déjà ensemble, vous ne pouvez rien. Donc, moi, je voulais donc conclure que, Belzébuth, qui a décidé de détruire et de foutre le bordel dans la vie de toutes les femmes qui ont traversé son existence, il n'était pas encore tombé sur une qui a un mental d'acier. Je vous dis ça ici. Moi, je ne lui souhaite pas la mort, mes angophobes. Tout ce que je demande à Belzébuth Ango, c'est de quitter mes biens. Je dis ça ici tous les jours. Qu'il quitte mes choses, qu'il quitte mes biens. J'ai annulé le mariage, qu'il aille épouser le pape.
qu'il aille épouser, je ne sais pas, la Sainte Vierge Marie, qu'il aille vivre sa vie ailleurs. Pour moi, il n'est pas un homme, il n'a jamais été un homme dès lors que j'ai compris qu'il était après moi pour mes biens. J'ai quitté, c'est moi qui ai quitté, c'est moi qui ai abandonné. Je ne veux rien, je ne veux pas qu'il quitte mes choses. Vous qui le connaissez, vous qui le côtoyez, continuez à lui dire que Ngontamaka dit que quitte ses choses. Oh. Si ce type quitte mes choses, il enlève ses pieds dans mes affaires, je ne prononcerai plus jamais. Je vous dis ça ici tous les jours. Mais si je tombe avant, je viens le chercher. Je ne viendrai pas que le chercher lui seul, je viens le chercher lui et toute sa famille et ses enfants. Moi, cette femme-ci, je viendrai le chercher. Donc, mes angophobes, il est midi passé. Je m'excuse de vous avoir pris autant de temps. Je vous souhaite un bon appétit. Et vraiment, merci de tout cœur. Vos énergies me donnent de l'énergie. Vous, les victimes des narcissiques pervers, je vous dis tous les jours, on a gagné la bataille avec un narcissique pervers que quand on est parti. Partez! Partez, n'écoutez pas le mensonge. N'écoutez pas les promesses. Ils ne changeront jamais. Comment voulez-vous qu'un enfant de 7 ans, il a 7 ans dans sa tête, il ne changera jamais. Vous allez tourner autour de lui à vie. Il ne vous apportera jamais rien. Puisque lui-même, il parvient à s'apporter à lui-même rien du tout. Il n'est pas à la hauteur. Il a tout raté. Il a tout raté dans sa vie. Même vous, les partis politiques, je vous avais dit, la grande pompe qu'il a fait dernièrement, je suis RDPC. RDPC, on a fait wow. Je crois que vous entendez tout ce qu'il dit de vous maintenant, vous les classiques. Hein? Ce qu'il dit de vous, comment vous êtes dans votre groupe, hein? Vous avez pris le RDPC en otage. Moi, ça vient me trouver ici à Monaco. Hein? Il y a moins de 3 mois à peine, vous lui avez fait la grande fête et tout. Tout ce qu'il raconte de vous, j'ai appris maintenant qu'il est où chez les franquistes. Vous êtes là, vous vous amusez avec quelqu'un qui n'a pas les pieds sur terre. Quelqu'un qui, c'est-à-dire un voyou à tous les niveaux, dans tout. Donc, mes angophobes, merci de m'avoir écouté. Vraiment, c'est le yacht show. Ceux qui peuvent venir, venez vous amuser. Venez vivre les vraies choses. La vie est tellement courte. Venez vivre ceux qui habitent, même ceux qui sont à Paris, partout. Prenez un avion. Votre argent n'est pas seulement pour vous habiller et tout. Prenez un avion, prenez une chambre d'hôtel dans le coin. Venez voir comment ça se passe. C'est magnifique ici. Il y a des milliardaires qui sont venus du monde entier. Venez vivre les gens, les milliards. Moi, j'ai vu tout à l'heure, quand je montais de ce côté, j'ai vu un véhicule, un seul véhicule. Pour qu'il passe, il y a 2 motards devant. 2 motards, parce que pour que le véhicule passe, il prend lui seul toute la route. Et il est en or. C'est-à-dire, la peinture, c'est l'or. Il est comme ça. Venez, rien que le simple fait de voir ça, vous rentrez chez vous, vous dites que oui. Vous n'avez pas besoin d'aller passer les vacances. Venez vivre ce genre de choses. Mes angophobes, donc, merci de tout cœur. Merci. Et puis, peut-être à demain, à ce soir, je ne donne même plus de rendez-vous. Parce que quand ils donnent les rendez-vous après, c'est la débandade. Donc, voilà. Bon appétit. J'espère que j'ai pu vous apporter beaucoup de... Ne me tapez pas, moi je suis villageois, je ne sais même rien faire dans ces choses ici. Vous voyez alors. Et c'est comme ça que le réseau même nous fait faux bon, chaque fois que j'ai envie de faire. Bon, écoutez, je voulais mettre un dernier truc. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Au revoir, des bisous. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs, pour vous tous. Merci à vous tous qui êtes restés. Merci. Merci. Au revoir.